Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission La Clim. Donc cette fois, on va vous parler de l'eau. Et donc pour vous parler de l'eau, déjà, nous avons avec nous Sandra. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Et du coup, Nicolas. Hello, hello. Et donc on va vous parler donc de l'eau et donc on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, on va vous parler du cycle de l'eau, comment ça se passe, une petite chronique pédagogique. Ensuite, on va parler de l'exemple de la France, comment ça se passe en France, puis de la désalinisation. Est-ce que c'est une fausse solution? Mais avant tout ça, Quentin va vous parler de quelques œuvres sur le sujet. Et pour ça, Quentin, il faudrait que tu viennes. Viens là. Alors, je laisse ma place. C'est le casque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, comme ça a été introduit, c'est la petite minute fiction. Il n'y en aura pas beaucoup parce qu'on va beaucoup parler de concret, de trucs, de problématiques réelles. Alors, un petit peu de fiction pour l'heure qui suit. L'objectif, ça va être de vous parler de 3 œuvres qui ont fait en fait de la thématique de l'eau, ou en tout cas des conflits autour de l'eau, leur sujet principal. Et effectivement, il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction dans le lot. On ne perd pas plus de temps et on commence directement. Alors, j'ai une petite slide notamment, normalement avec voilà, 3 œuvres. Alors, effectivement, 2 films et 1 roman. Il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, etc. Bon, c'est pas grave. Alors, pour commencer, j'ai pris 3 œuvres qui abordent chacune un rapport différent, entre guillemets, avec l'eau, surtout à des temporalités différentes. Alors, la première, c'est Mad Max Fury Road, qui est sans doute le plus connu de la liste. Donc, c'est ce grand film de George Miller sorti en 2015, qui est donc la suite de la célèbre série Mad Max, et qui pose, en gros, parler de science-fiction post-apocalyptique, où les territoires sont désormais désertifiés. Je pense que le terme est un néologisme, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Et dans lequel un seigneur de guerre appelé Immortanjo en fait, possède les sources d'un territoire, et comme ce sont les seules ressources en eau disponibles, eh bien, il va ainsi asservir toute la population, la réduire en esclavage, etc., etc. Il possède l'eau, l'eau étant cette ressource précieuse voilà, nécessaire pour vivre. Jusqu'à présent, on est sur des éléments pas très, très compliqués à comprendre. Et donc, on est sur là une première œuvre qui va, une première utilisation, on va dire, de l'eau dans la science-fiction, qui est se projeter dans un monde où il n'y a plus d'eau. Les logiques qui en découlent, et surtout tout le problème autour du monopole, puisque beaucoup d'œuvres en fait, qui vont parler des conflits autour de l'eau vont parler de la question des monopoles. C'est-à-dire que face à une ressource aussi vitale que l'eau, eh ben, toutes les thématiques, toutes les dynamiques de monopole sont renforcées, parce que c'est littéralement un monopole pour la survie. Mais ces questions de monopole, il n'y a pas forcément besoin de la science-fiction pour les aborder. Il y a le second film dont je vais parler, c'est Même la pluie, donc il y a un film d'Ishar Bolaïn sorti en 2010, et qui ne s'ancre pas du tout dans un registre science-fictionnel, puisqu'il s'inspire d'une histoire vraie qui est arrivée en Bolivie en 2000. Donc en gros, le scénario du film, c'est un jeune réalisateur qui vient en Bolivie, dans la ville de Cochabamba, pour tourner un documentaire, enfin un film sur Christophe Colomb. Et sur place, il se rend compte que la population a autre chose à faire que de participer à la réalisation de son film, puisque l'accès à l'eau, enfin la source d'eau locale a été privatisée par une grande multinationale américaine, qui donc fait monter les prix et qui crée une situation de crise sociale extrêmement forte pour une population qui est déjà touchée par la pauvreté. Et cette situation, elle s'inspire directement d'un événement donc arrivé en 2000, où en Bolivie, des centaines d'habitants de Cochabamba ont entamé une révolution, en tout cas ont manifesté contre ce projet mené donc par une entreprise américaine. Et c'est des manifestations qui ont eu une forte répression de la part du pouvoir local, avec notamment un mort, des centaines de blessés, mais tout de même une victoire, puisqu'au final, la compagnie a abandonné le projet, et donc le projet ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, cette histoire de Cochabamba est un peu un exemple, entre guillemets, des réponses, entre guillemets, citoyennes dans le contexte, dans les problématiques de guerre de l'eau. Et puis le dernier, puis après, promis, je m'interromps parce que c'est déjà assez long, c'est un petit peu mon chouchou de la liste. Alors là, c'est la partie où je peux montrer un objet à l'écran, c'est magnifique. C'est Water Knight de Paolo Bacigalupi. Alors Paolo Bacigalupi, c'est le jeune prodige de la science-fiction. Depuis 10 ans, il ne cesse d'enchaîner les récompenses, les prix, etc. Donc écrivain italo-américain.
Et Wildlife, eh bien, on est entre Mad Max et entre même la pluie, puisqu'en fait, on est dans un registre de science-fiction, mais assez proche. C'est-à-dire qu'il imagine en fait une côte ouest des États-Unis dans 20-30 ans, où en fait les ressources d'eau se sont asséchées, la sécheresse frappe très durement, et les États sont tous repliés sur eux avec leur propre milice pour s'approprier le fleuve Colorado, qui est la seule source entre guillemets d'eau qui permet d'alimenter tout ça. Et donc, en partant de ce synopsis, de ce pitch de base, eh ben, Paolo Bacigalupi montre en fait toutes les conséquences que peuvent avoir des monopoles financiers sur les questions sur l'accès à des ressources en eau, montre aussi tous les conflits sociaux que ça peut entraîner avec des milices qui vont se forger pour s'approprier tout ça, des conflits entre les différentes classes sociales de la population. Et il le fait avec une écriture extrêmement, on va dire, brutale, pour un peu montrer les conséquences très concrètes, en fait, que peut entraîner la privatisation de l'eau. Bon, effectivement, on reste un petit peu, ça reste un petit peu flou, toutes ces présentations, mais parce que l'objectif principal, c'est de vous inciter à aller voir ou aller lire. Et sur ce, la parenthèse est terminée. Plus de culture, plus d'art, ça va parler eau, cycle de l'eau, etc. Bref, je vous laisse à vos considérations scientifiques. Bah, merci Quentin, c'était très intéressant. Merci Quentin. Donc maintenant, je vais vous parler moi du cycle de l'eau et en fait quel va être l'impact aussi du changement climatique sur le cycle. Et donc d'abord, on va faire un petit peu des bases. Donc en fait, 97% de l'eau sur Terre est contenue dans les mers et les océans et 2% est prisonnière des glaces. Donc en gros, il ne reste plus que 1% à exploiter pour vivre. Mais ça reste quand même beaucoup au vu de la quantité d'eau qu'il y a sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la planète bleue. Et du coup, bon, c'est bien de savoir ça, mais comment se déroule le cycle de l'eau concrètement? Vous l'avez certainement étudié au collège, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel. Pour ça, on va prendre un petit schéma réalisé par, alors attention, la fondation La Main à la Pâte. Donc en gros, là on le voit, la nouvelle va vous étonner, c'est incroyable, l'eau qu'on a, c'est grâce aux nuages et à la pluie ou la neige. Donc la pluie, elle va partir dans les lacs, les fleuves, pour enfin atteindre les mers et les océans. Et quand elle tombe, elle remplit aussi les nappes phréatiques, ce qui est très important. La neige, elle, qui tombe surtout dans les montagnes, va fondre ensuite pour suivre le même chemin que la pluie, donc les lacs, les fleuves, et les mers et océans. Et ensuite, donc en fait, c'est surtout c'est quand elle fond qu'elle fait ce chemin-là, mais donc elle va être stockée un temps dans les montagnes. Et donc en fait, quand elle fond, que ce soit donc, quand la neige fond ou quand la pluie part dans les cours d'eau, le cycle repart parce qu'en fait, ensuite elle s'évapore. On le voit là dans le schéma, elle s'évapore dans le ciel et donc ça reforme des nuages, et il va repleuvoir, reneiger et ainsi de suite. Et donc un truc qui est pas mal avec tout ça, donc c'est qu'en été, dans les régions où il y a un peu moins d'eau, on peut quand même avoir de l'eau parce que dans les montagnes, ça permet de réguler la quantité d'eau parce que ça permet d'en garder pour l'été vu qu'elle ne va pas tout de suite aller dans les cours d'eau. Et aussi, l'eau qui s'imprègne dans les nappes phréatiques peut être utilisée en été. Seulement, avec le réchauffement climatique, tout ce système peut être chamboulé et on le voit d'ailleurs déjà en France et même dans le monde. En effet, avec le réchauffement climatique, le cycle de l'eau s'accélère. On va avoir moins d'épisodes de neige et plus d'épisodes de pluie, mais quand il pleuvra, ce sera beaucoup plus dense et cela nous pose 3 problèmes. Donc, le premier problème, c'est pour que la neige... en fait, la neige fond des montagnes et on voit bien que cette année, la neige n'était pas au rendez-vous. Et donc, ça pose un problème parce que du coup, pour le stockage de cette eau dans les montagnes, pour qu'elle soit ensuite dans les cours d'eau quand il fera chaud, ça ne vient pas en fait, tout simplement. Il y en aura beaucoup moins et donc ça pose des problèmes de manque d'eau dans certaines régions. Ensuite, il y a un deuxième problème aussi, c'est posé par le réchauffement climatique, c'est le remplissage des nappes phréatiques. Les nappes se remplissent quand il pleut et donc elles s'imprègnent d'eau, mais... parce qu'il y a un mais, le changement climatique fait que, en fait, le cycle est accéléré et quand il pleut, ce sont des très fortes précipitations, ce qui ne laisse pas le temps aux nappes phréatiques de s'imprégner de l'eau, en fait, quand il pleut. Et donc, l'eau s'imprègne un peu, mais beaucoup moins qu'habituellement. Et en fait, elle part tout de suite dans les cours d'eau.
Et donc, nos nappes phréatiques sont moins remplies. Et troisième problème, donc, qui produit les mêmes effets, c'est la sécheresse des sols. Plus les sols sont secs, moins ils absorbent de l'eau. Et donc, quand il pleut, il ne part pas ou très peu dans les nappes phréatiques. Donc, pareil, même problème. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté les enjeux du dérèglement climatique sur le cycle de l'eau, on va passer à un cas pratique qui est celui de la France. Je crois que c'est toi qui l'as étudié, Nicolas. Pardon, j'ai fait une bêtise. Exactement, c'est moi. Alors, c'est vrai que on en a parlé un petit peu avec Quentin, ça nous fait peur, un petit peu tous ces films catastrophes, tous ces films avec ces guerres de l'eau, etc. Et on pourrait peut-être même penser, au-delà de l'aspect exotique de ces films, est-ce que ça ne pourrait pas arriver près de chez nous finalement? Est-ce que nous, on ne pourrait pas se retrouver face à ces cas de guerre de l'eau, de conflits pour l'eau? Alors, des conflits pour l'eau, il y en a, certes, et on en a entendu un petit peu voilà, l'année dernière. Avec la sécheresse, il y a eu tous ces côtés par des activistes de piscines crevées, de critiques sur l'arrosage des routes pendant le Tour de France notamment aussi. Alors, est-ce qu'on ne serait pas finalement au début d'une mini-guerre de l'eau, ou du moins sur le plan symbolique? On n'en est pas encore à se tirer dessus pour de l'eau, en France du moins, pour le moment. Mais bon, quand on revoit un petit peu le bilan de l'année 2022, on n'est quand même pas sur quelque chose de brillant. On est sur l'année la plus chaude enregistrée depuis l'année 1900 en France. Elle a connu de longues périodes au-dessus des normales, et ça, on l'a tous bien ressenti. Et elle a été caractérisée aussi par, au-delà des températures, une baisse de la pluie, une pluie qui s'est faite désirer. D'ailleurs, l'année 2022, elle est quand même au deuxième rang des moins arrosées depuis le début du comptage, qui était en 1959, donc selon Météo France. Et donc, une année qui a été aussi caractérisée et qui a commencé par une sécheresse, la sécheresse de l'hiver 2021-2022. Le tableau est déjà assez sombre et on l'a ressenti dernièrement au niveau de la sécheresse, ça reste quand même assez compliqué. Et d'ailleurs, les mois de mai, oui, c'est ça, les mois de mai et le mois de juillet ont été les plus chauds, les plus secs, pardon, jamais enregistrés en France. Il faut le savoir aussi, c'est une donnée importante. Et d'ailleurs, petite question sur le total de l'année 2022, de combien de pourcentage était inférieure la pluviométrie à Perpignan? Alors, c'est un petit peu technique, mais à votre avis, de combien ça a diminué par rapport à la moyenne entre 91 et 2020? Spécifiquement à Perpignan. Spécifiquement à Perpignan, on va dire. J'en ai aucune idée. Alors là, tu me poses une colle. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu moins 47% de pluviométrie sur l'année. Et aussi, Brest était aussi concerné, mais avec moins 13%. Et on a eu moins 14% à Paris de pluviométrie. Alors, en conséquence, donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait des nappes phréatiques qui se vident et qui créent des problèmes d'approvisionnement dans les communes. Il faut aussi savoir que de nombreux villages dépendent de petites réserves d'eau. C'est-à-dire que c'est des petites réserves qu'on a voilà, au milieu de la campagne et qui sont alimentées donc soit par des nappes phréatiques, par pompage, soit par des sources. Et donc, ce ne sont pas forcément des approvisionnements en eau qui se reposent sur un énorme réseau derrière en support, comme on aurait en région parisienne, où c'est des choses assez massives. Ils dépendent donc de petits points de ravitaillement très, très sensibles au changement. Et d'ailleurs, en juillet 2022, on a pu voir un village du Var qui a vu son alimentation en eau coupée après que l'eau soit sortie marron des robinets. Alors, en cause, tout simplement, la pompe n'aspirait plus dans la nappe phréatique que le fond, les sédiments, la terre, et qui montrait finalement que cette nappe était dans un état critique. Mais au-delà de ce cas marquant et emblématique, de nombreuses alertes sont lancées chaque année avec son lot de restrictions. Alors, connaissant, moi, de mon côté, un petit peu la Lozère, c'est pas nécessairement la plus touchée, mais il y a tous les ans régulièrement des restrictions, que ce soit sur interdiction d'arroser sa voiture, interdiction d'arroser son jardin. Voilà, toutes ces petites choses-là, interdiction de remplir sa piscine aussi, enfin, différents degrés de restrictions et qu'on retrouve un petit peu régulièrement. Et ainsi, donc, les collectivités se posent la question de ces restrictions, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, dans le Var aussi, donc un village a limité sa consommation d'eau à 200 litres par personne par jour. Bon, alors c'est pas forcément le pire, même si on approche quand même de la moyenne annuelle. Combien est la moyenne annuelle de consommation d'eau par personne? C'était à peu près 200 litres en France, il me semblait. C'est mondial ou c'est en France? En France, en France. Il me semblait que c'était 200 litres à peu près. Là, tu es même au-dessus, on est à 150 litres par personne. Ok. On est à 150 litres, donc. Mais il y avait tout de même cette restriction. Dans l'Ain, on a une autre commune aussi qui coupait l'eau 8 heures par jour en août dernier. 8 heures par jour, il faut quand même. Alors, c'était pendant les heures creuses, mais il faut quand même se rendre compte de ce que ça donne.
sachant que voilà, il y a aussi un manque d'eau. Et d'ailleurs, oui, autre problème technique qui est causé par ce manque d'eau, c'est que certaines canalisations, une fois si elles ne sont pas assez remplies d'eau, du fait de la présence d'air dans les canalisations, cela peut créer des ruptures de canalisation. Donc, empirer encore les conditions d'accès à l'eau. Il y avait notamment dans France Info, on a pu voir le cas d'un hôtel qui n'avait plus d'eau du tout, donc plus de chasse d'eau, plus de douche, plus rien, à cause d'une rupture de canalisation due à ce manque d'eau dans les tuyaux. Et il faut savoir qu'en octobre, près de la moitié des pays de la Loire étaient encore au niveau de restriction le plus haut, alors que pourtant, c'était l'automne. On aurait pu se dire qu'après l'été, ça se serait calmé, mais non. Non, mais justement, j'avais entendu parler du fait qu'en automne, en fait, c'était la pire des saisons, parce que tout le monde rentre de vacances, et en fait, on pourrait penser que c'est en été que c'est critique, mais c'est plutôt vers septembre. Je ne savais pas si tu avais cette info. C'est vrai que c'est... Non, ça, je ne l'avais pas, celle-là, mais c'est vrai que c'est un point super intéressant, effectivement. Et il y a autre chose, c'est que même en janvier, il faut savoir que même en janvier, il y avait encore des situations très, très tendues dans certains villages. Je vous parlais tout à l'heure des réserves. Eh bien, il faut savoir que dans le Puy-de-Dôme, encore à mi-janvier, il y avait des sources qui étaient à 10% de leur débit habituel. Et c'est-à-dire qu'il y a certains villages dans le Puy-de-Dôme, il y avait 6 communes, je crois, dans le Puy-de-Dôme, qui devaient encore être alimentées par camion-citerne au mois de janvier. Il faut quand même se le dire. Donc, c'est-à-dire que tu avais un camion qui faisait des rotations pour remplir la citerne du village, qui n'arrivait pas à se remplir sinon avec les sources. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, au mois de janvier, il y avait encore 12 départements. Alors, au 11 janvier, maintenant ça a diminué, mais au 11 janvier, il y avait encore 12 départements qui étaient sujets à des restrictions, toujours en plein hiver donc. Et la moitié d'ailleurs en alerte renforcée. Et maintenant, donc, il faut savoir que ce nombre de départements est désormais descendu à 2. Donc, il n'y en a plus qu'un qui est dans une. Il y en a un qui est en surveillance et l'autre qui doit être dans un niveau intermédiaire d'alerte en tout cas. Et voilà, donc il y a tout ce problème déjà météorologique qui nous pose des questions sur la disponibilité de l'eau en France. Et puis un expert que nous avons contacté aussi attribue une partie des problèmes d'approvisionnement à la gestion de l'eau en elle-même. C'est-à-dire que le climat et la sécheresse ne feraient finalement qu'empirer un phénomène qui existerait déjà avec des soucis au niveau des canalisations. Et on apprend d'ailleurs par le ministre de la Transition écologique, donc que j'avais vu tout à l'heure dans un article du Parisien qui est sorti il y a quelque temps, que 5 à 70% de l'eau potable pouvait fuir selon les communes. Donc ça va, donc on est sur une moyenne de 20%. Et donc ça peut aussi poser des questions sur finalement qu'est-ce qu'on fait de l'eau que l'on a. Donc une chose est sûre, le climat donne matière à s'inquiéter pour la disponibilité de l'eau sur nos territoires. Mais si nous ne parvenons déjà pas à conserver ce que nous avons, cela ne va pas nous aider, mais c'est un autre sujet. Voici. Merci Nicolas. Du coup, Sandra, à toi. Oui, donc moi je vais vous parler de désalinisation ou de dessalement, on peut dire les deux, parce que, comme l'a dit Nicolas, il y a des régions où c'est très très compliqué d'avoir de l'eau et ça devient de plus en plus compliqué. Alors en France, c'est encore très très minoritaire, il y en a un tout petit peu en Bretagne, sur des îles isolées ou dans les dom-toms, surtout quand il y a des touristes en fait, parce que les touristes viennent, ils veulent des piscines, ils veulent... prendre des douches, se reposer, quoi. Donc ça augmente énormément la consommation d'eau. Donc ça arrive un peu, mais c'est très minoritaire. Donc ce processus de désalinisation, il est encore très très minoritaire en France, mais il est en plein essor dans le monde, et ça pourrait aussi se développer en France s'il continue à y avoir plein de sécheresses. Dans le monde, c'est à peu près 20 000 usines de dessalement. Il y a quelques années, on était à 16 000. Donc ça grandit énormément et ils projettent d'avoir à peu près 10% de croissance environ par an. Ah oui, quand même. C'est énorme. Principalement, les usines, vous vous en doutez, elles sont situées au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Et donc, pour comprendre, il y a pas mal de polémiques autour du dessalement. Pour comprendre un peu la polémique, il faut comprendre comment en fait on dessale l'eau. Parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a les océans, on retire le sel, et on a de l'eau à volonté, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est pas si simple que ça.
déjà, il faut comprendre que le dessalement, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. C'était déjà utilisé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça remonte, par les marins, puisqu'il fallait qu'ils puissent voir sur les bateaux. Et donc, ils utilisaient une technique qu'on appelle de distillation. Et aujourd'hui, c'est toujours utilisé, mais ça devient de plus en plus minoritaire parce que pour distiller l'eau, il faut la faire chauffer. Donc, c'est tout bête, on fait chauffer l'eau, on récupère le sel et la vapeur, on la condense, ça fait de l'eau pure. Donc, ça, c'est tout simple. Mais ça demande de faire chauffer l'eau, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et la technique maintenant qui est utilisée principalement, c'est ce qu'on appelle l'osmose inversée. Donc le nom est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. On met de l'eau à très très forte pression dans une membrane qui est perméable et qui va laisser passer que l'eau pure. Et le sel va être récupéré de l'autre côté. Et donc l'eau qu'on récupère, on sépare de l'eau pure, mais de l'autre côté, on récupère du coup de l'eau très très salée, qu'on appelle les saumures. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, oui, l'eau pure n'est pas si bonne pour la santé, oui, effectivement, très bonne réflexion dans le chat. Et du coup, pour l'eau qui ressort après, elle est reminéralisée. Donc, effectivement, il y a encore un processus après. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. En gros, c'est 2 fois plus d'énergie pour faire du dessalement que pour faire du traitement des eaux usées, par exemple. Donc, il faut compter 3,5 kWh en moyenne pour 1 mètre cube d'eau. Ça peut monter jusqu'à 10 kWh si on prend des vieux processus pour faire chauffer l'eau, etc. Donc les saumures, comme je disais, c'est très toxique pour les fonds marins parce qu'on va ressortir de l'eau qui va être 2 fois plus salée que ce qu'elle était avant. Et quand le sel va s'accumuler dans les fonds marins, ça va tuer en fait toute la biodiversité, ou en tout cas une partie de la biodiversité. C'est tellement dangereux que l'ONU a dû alerter sur le sujet en 2019. Ils ont rendu un rapport pour parler de la dangerosité en fait, de la multiplication des usines. Mais malgré tout, ça continue à fleurir un peu partout. Alors, il y a quand même encore un frein, c'est le coût, puisqu'évidemment, prendre autant d'énergie, ça coûte cher. Donc, principalement, ça va être aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite. C'est dans ces pays-là qui peuvent avoir beaucoup d'énergie, qui vont pouvoir développer en fait des usines. Mais à Gaza, par exemple, il y a eu de l'aide de l'Union européenne et de l'UNICEF pour construire une usine de dessalement. Ça permet quand même, parce qu'on parle des points négatifs, mais ça permet quand même d'alimenter en eau des dizaines de milliers de personnes. Donc, donc s'il y a des projets humanitaires aussi, il faut le prendre en compte. Mais pas que. Il y a des projets aussi un peu futuristes, beaucoup plus lointains. On a déjà parlé dans l'émission de Neom. C'est cette ville un peu futuriste en Arabie Saoudite. Alors eux, ils prévoient de faire une ville dans un désert. Et donc pour avoir de l'eau, oui, pourquoi pas. Pour avoir de l'eau, le but c'est de prendre uniquement par dessalement. Mais dans l'idée, eux, ils veulent faire quelque chose de zéro déchet, complètement éthique, etc. En tout cas, dans l'idée. Éthique dans un désert ? Dans l'idée. Okay. Moi, je sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire, mais écoute, je t'invite à aller voir sur le site. Okay. Ils ont plein d'arguments. En tout cas, eux, ils disent qu'ils ne rejetteront aucun saumure. Leur projet, c'est en fait d'utiliser les saumures pour l'aquaculture, parce que ça peut être utilisé quand même, et pour l'irrigation de certaines espèces qui ont besoin d'eau très très salée. Par exemple, la spiruline. Pour faire de la spiruline, il faut des saumures. Donc ça peut être utilisé quand même pour certaines choses. Ou pour de la thalassothérapie. J'ai découvert ça. Donc pourquoi pas faire une thalasso à Neom. Une petite thalasso, c'est pas mal, ouais. Ça peut être le futur. Et puis sinon, il y a quelque chose de très concret. On en a parlé cette semaine. En plus, c'est l'actualité assez proche. En Israël, ils ont alimenté pour la première fois, c'est une première mondiale, un lac d'eau douce, c'est le lac de Tibériade, qui a été rempli par de l'eau dessalée, parce qu'il commençait à être à sec. Et donc le but là, c'est d'avoir une réserve d'eau en cas de sécheresse. Donc ça a été très critiqué, évidemment. Voilà. Ok, merci beaucoup Sandra pour tout ça. Du coup, maintenant, on va accueillir un invité, donc Patrick Lachassagne. Vous êtes hydrogéologue à l'IRD et directeur d'hydrosciences à Montpellier. Bonjour. Oui, bonsoir.
Ça. Bonsoir. Donc, on vous a invité pour approfondir un peu toutes ces questions. Et donc, la première question, en fait, on a vu qu'il y avait aussi dans les problèmes d'eau, une part aussi plus de mauvaise gestion de l'eau. D'ailleurs, Nicolas en a parlé. Quelle est la part du changement climatique et celle de la mauvaise gestion dans les problèmes d'accès à l'eau? Alors, oui, alors avant de répondre à votre question, je voulais peut-être me présenter un tout petit peu. Mon métier, en effet, hein, vous l'avez dit, c'est de m'occuper et de comprendre le cycle de l'eau. Et je dirais aussi bien avec ces applications, aussi bien pour l'homme, mais vous l'avez un petit peu oublié peut-être, aussi pour les écosystèmes. Puisque l'eau est un milieu de vie, il y en a besoin dans les rivières, dans des zones humides, dans de nombreux écosystèmes. Et le changement climatique, les usages par l'homme impactent aussi les écosystèmes. Quand on gère la ressource en eau, il ne faut pas qu'on oublie, et il faut qu'on gère bien à la fois la ressource en eau pour les besoins de l'homme et les écosystèmes. Alors, si on revient sur les besoins humains, hein, vous l'avez aussi souligné, on le voit tous, hein, faites un test chez vous, rentrez ce soir et interdisez-vous de toucher l'eau, d'ouvrir un robinet. Demain soir, faites la même chose avec l'électricité et comparez. Je pense que c'est l'eau qui est notre besoin le plus prégnant. Hein. On en a besoin pour s'hydrater, pour préparer la nourriture, pour se laver, et j'en passe. Hein, vous l'avez bien indiqué, mais c'est quand même pas mal de le rappeler et de faire éventuellement ce petit test. Si on revient aux besoins des écosystèmes, vous avez bien présenté tout à l'heure le cycle de l'eau. Et je pense qu'il faut peut-être rajouter un petit élément de plus pour nos auditeurs, c'est de leur expliquer que finalement l'eau qui tombe et qui ruisselle et qui s'écoule dans les rivières en saison des pluies, elle part rapidement vers la mer. Vous avez indiqué que dans certaines régions, les régions de montagne, on pouvait avoir un peu d'eau stockée dans la neige ou dans les glaces. Hein. Mais si vous regardez en France, hein, à l'exception un tout petit peu des Pyrénées et un petit peu des Alpes, ça concerne finalement très peu de gens parce qu'on est très peu à être en aval de ces neiges ou de ces glaces. Oui. Par contre, ce qui permet à de l'eau de continuer de s'écouler dans les rivières, même quand il n'a pas plu depuis longtemps, notamment en été, eh ben, ce sont les eaux souterraines qui s'infiltrent et elles s'écoulent, elles, très lentement et elles ressortent dans les rivières et il en ressort encore, heureusement, beaucoup quand il n'a pas plu depuis longtemps. Hein, donc, il y a cette notion de temporalité. Et si on revient un petit peu pour les besoins en eau de la population et la sécheresse conjoncturelle qu'on a eue l'été dernier, on se rend compte que les régions qui ont le plus souffert, vous avez cité la Lozère tout à l'heure, moi j'habite pas loin, je suis à Montpellier, vous auriez pu citer la Bretagne, vous avez cité le Var, mais ce sont les régions qui ont peu d'eau souterraine et donc où finalement les ressources en eau ont été vite asséchées par la sécheresse. Oui, alors il y a une question qui vient du chat, c'est une question qu'on voulait aussi vous poser, c'est sur le ruissellement avec l'artificialisation des sols. En fait, de plus en plus, les sols sont bétonnés et ça pose forcément un problème sur les nappes phréatiques. Donc, à quel point, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait contre ça et est-ce qu'il y a des solutions qui existent techniques, par exemple, pour limiter un peu ce phénomène? Oui, tout à fait. Alors, il faut se rendre compte que la plupart des nappes d'eau souterraines, elles se réalimentent par la pluie en dehors des villes. Et que finalement, ne le cachons pas, hein, dans les villes, on a beaucoup d'activités qui sont assez polluantes, notamment les fuites des réseaux d'eau usée, les eaux qui s'écoulent sur les chaussées, etc. Et donc, de près ou de loin, la plupart des nappes d'eau souterraines qui étaient au centre des villes, elles ont été abandonnées parce que de mauvaise qualité ne pouvaient pas être exploitées. Donc, je dirais cette problématique d'imperméabilisation des sols, elle est plus un problème pour les villes, pour les problèmes d'inondation. Parce que quand vous avez des sols imperméables, eh ben, l'eau, au lieu de s'infiltrer, elle ruisselle et puis on a du mal à l'évacuer et puis on se retrouve avec beaucoup d'eau dans les rues. De ce fait, il y a des programmes de ce qu'on appelle de désimperméabilisation des villes, mais qui ont finalement plus un objectif de lutter contre les inondations que de préserver les ressources en eau. Par contre, quand on fait ça, il faut bien qu'on s'assure que
savez, en faisant des pavés qui permettent à l'eau de s'infiltrer au lieu de mettre du goudron qui l'empêche complètement. Il faut quand même qu'on s'assure que l'eau qui va s'infiltrer sous les pavés, on ne va pas les retrouver dans la cave de la personne qui est à côté, ou que l'on ne va pas la retrouver de suite dans le canal et donc créer une inondation, et qu'il y a bien une nappe dessous pour amortir ces eaux. Donc, voilà, les hydrogéologues comme moi, on s'intéresse au cycle de l'eau en dehors des villes, mais aussi dans les villes, de ce point de vue-là. Ok, et du coup, juste pour revenir à la première question, du coup, si on pouvait attribuer une part au changement climatique dans le problème d'accès à l'eau et celle de la mauvaise gestion de l'eau, parce qu'il y a des véritables problèmes avec les canalisations, tout ça, ce serait quoi? Alors, je vais être honnête, je ne suis pas un spécialiste des canalisations d'eau. Moi, je m'intéresse plus au cycle de l'eau à l'extérieur. Il est indéniable que l'an dernier, on a eu une sécheresse importante. C'est-à-dire qu'on a eu de longues périodes, vous avez cité un exemple à Perpignan par exemple, de longues périodes sans précipitation, et que j'en reviens à la Lozère, la Bretagne, donc les régions qui n'ont pas beaucoup de nappes d'eau souterraine ont souffert. Et à l'inverse, d'autres régions qui ont des nappes d'eau souterraines dont nous on dit dans notre jargon qu'elles ont une grosse inertie, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'encaisser des sécheresses, voire même des sécheresses longues, là il n'y a eu aucun problème. Je dirais le premier problème, je pense, en France quand même, a été un problème lié à cette sécheresse et à la nature des sols et du sous-sol, qui fait qu'il y a des régions plus privilégiées que d'autres en termes d'inertie. Ok, et là j'ai une petite remarque qui me vient parce qu'il y a Akiel qui met il faut se réjouir de l'eau qui dort sous terre. Alors est-ce qu'en France on en a assez de l'eau qui dort sous terre? Est-ce que ça a un sens de se poser cette question? Oui, alors je voudrais dire que l'eau, elle ne dort pas sous terre. Parce qu'en fait, elle s'écoule. Donc elle est parfaitement éveillée et elle s'écoule. Simplement, elle n'est pas trop stressée et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'écoule lentement. Je vais prendre un exemple, alors un exemple extrême, hein, mais vous avez, je sais pas, vous faites vos études en région parisienne, là, hein, je crois. Vous avez de l'eau souterraine qui s'écoule sous Paris, alors à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et elle s'infiltre aujourd'hui dans l'est de la France, et elle ressort à l'ouest de Paris. Et comme elle s'écoule très lentement, il lui faut plusieurs dizaines de milliers d'années pour faire le chemin, celle-ci. D'accord, et du coup, Pardon, oui. Vous aviez quelque chose à dire? Je vous ai peut-être coupé. Non, mais voilà, c'est pour dire que finalement, l'eau, elle s'écoule sous terre, hein, donc elle n'y dort pas. Et du coup, est-ce que c'est pas un problème justement, puisque c'est très très long pour que l'eau s'écoule, est-ce que c'est pas un problème de trop pomper justement les nappes phréatiques? Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions en fait pour trouver de l'eau ailleurs? Voilà, je pense qu'il y a des risques. Enfin, j'ai vu en tout cas aux États-Unis qu'il y avait des risques après d'écroulement parce que les nappes phréatiques étaient trop à sec. Donc, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça en Oui, France? alors là, vous abordez plusieurs sujets en fait, hein. Donc, ces nappes d'eau souterraine qui s'écoulent, ce qu'il est important de déterminer, et ça fait partie du métier des hydrogéologues que de savoir le faire, c'est la quantité d'eau qui, en moyenne, s'infiltre chaque année vers ces nappes d'eau souterraine. Et la limite à ne pas dépasser, c'est cette quantité moyenne. En fait, si on la dépasse, ça veut dire qu'on prélève dans le sous-sol plus d'eau que ce qui revient chaque année. Ouais, donc c'est un petit peu comme si vous avez gagné au loto, vous mettez de l'argent en banque, à la caisse d'épargne, et que vous avez des intérêts de 4% par an. Si vous n'utilisez que les intérêts, vous, vos enfants, vos petits-enfants, etc., ils vont pouvoir vivre avec ça. Par contre, si vous utilisez non seulement les intérêts, mais une partie du capital, petit à petit, votre capital va diminuer et puis un jour ou l'autre, en fonction de la taille de la nappe d'eau souterraine, il y aura plus assez d'eau dedans. Donc nous, notre métier d'hydrogéologue, c'est de quantifier, de déterminer ces intérêts et ensuite d'aider les décideurs, donc vous, les élus, voilà, tous ceux qui décident autour de l'eau, à faire des choix. Combien on prélève dans ces nappes, combien on en utilise pour les usages humains dont on a parlé, combien on en laisse couler dans les rivières pour les écosystèmes. Et c'est ça la balance qu'il faut faire.
Et je dirais aujourd'hui, en France, à quelques exceptions près, on n'est pas dans une problématique de surexploitation. C'est le jargon qu'on utilise hein, quand on prélève trop. Alors qu'il y a des régions du monde, hein, par exemple, vous allez en Inde, vous allez au Pakistan, voire même dans certaines régions côtières d'Espagne ou du Maroc, où vous avez des nappes qui sont surexploitées. Donc on sait que on est sur la mauvaise pente, on ne va pas pouvoir continuer à pomper comme ça pendant longtemps. Ok. Je vais citer une autre problématique qui est un petit peu plus mineure, c'est que parfois, quand on pompe trop dans les nappes, on peut créer des affaissements de terrain. Alors, c'est assez spectaculaire, mais c'est vraiment très localisé à des régions qui ont ces problématiques-là. Ok. D'accord. Et aussi, il y a tout un sujet du recyclage des eaux usées. Est-ce qu'il y a, est-ce que il devrait y avoir des politiques qui sont mises en place là-dessus, et aussi une certaine politique d'éducation, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop pour ce genre de choses. Oui, alors, vous avez cité le dessalement de l'eau de mer tout à l'heure. C'est vrai que vous avez bien abordé les différents sujets, et notamment le coût énergétique et puis l'impact du rejet des saumures hein, qui, sur certains écosystèmes marins, peuvent créer des soucis. C'est vrai qu'il y a une ressource en eau qui est à portée de notre main et qu'on produit en continu tous les jours, notamment à l'aval des zones urbaines, ce sont les eaux usées que vous citez. Et effectivement, en prenant des précautions, parce que bon, les eaux usées, on voit que c'est quand même pour une partie du déchet, hein, mais en prenant des précautions pour ne pas générer des problèmes de santé ou de contamination, on peut les réutiliser. Et donc, il y a des projets de recherche, notamment dans mon équipe de recherche, hein, il y a des gens qui travaillent sur le sujet pour voir la manière de traiter les eaux usées et surtout la manière de la réutiliser sans que ça crée des impacts. Alors, une des problématiques, vous voyez, qui se pose aujourd'hui, c'est que une des manières assez rusées d'utiliser les eaux usées, c'est de les utiliser pour l'agriculture. Au lieu d'utiliser une eau de très, très excellente qualité pour irriguer des légumes, par exemple, on peut utiliser des eaux usées qui ont déjà été bien traitées. Simplement, il faut se poser la question que quand on irrigue avec de l'eau pour l'agriculture, par exemple, il se peut, et souvent c'est le cas, qu'il y a une partie de cette eau qui n'est pas utilisée par les plantes et qui descend un peu plus bas et qui donc recharge les nappes souterraines sous-jacentes. Et il faut se poser la question de certains polluants qui sont mal éliminés par les stations d'épuration, par les procédés de traitement, ne peuvent-ils pas s'accumuler dans les nappes dessous et générer des problèmes? Et aujourd'hui, les sujets sur lesquels on travaille, c'est notamment ce qu'on appelle les contaminants émergents, hein, parce que dans les stations d'épuration, aujourd'hui, les médicaments, les hormones, etc., sont mal éliminés. Et donc, quand on fait de la réutilisation des eaux usées, voire même quand les eaux usées sont rejetées dans les rivières, se posent les questions du devenir de ces contaminants émergents. D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs? Parce qu'il me semble que, en tout cas, là, les chiffres que j'avais sous les yeux, c'était qu'en France, les eaux usées, on les recyclait à moins d'1%, alors qu'en Espagne, c'est 8%, en Italie, c'est 14% pour nos voisins proches. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a peur? Est-ce que c'est parce que on a peut-être une situation qui est différente? Comment est-ce qu'on explique cette différence et le fait qu'on soit aussi faible sur le recyclage? Oui, alors je crois que ça tient au fait que, premièrement, on n'est pas dans une situation critique, hein, parce que vous auriez pu citer des pays au sud de la Méditerranée, hein, par exemple la Tunisie, hein, qui a fait de très très gros efforts, Israël, qui aussi fait de la réutilisation des eaux usées depuis des décennies. On est dans une situation moins critique en France, donc ce n'était pas une priorité absolue de le faire rapidement. Et puis, on a aussi une culture qui est plutôt positive, hein, d'hygiène, avec un ministère de la Santé, des agences régionales de la santé qui sont très vigilantes sur le maintien de bonne qualité de l'eau qui est distribuée aux consommateurs et qui, peut-être à certains moments, est un petit peu frileux pour avancer. Hein, donc, ça veut dire qu'on est sur le chemin, c'est étudié, il y a des sites expérimentaux où c'est étudié, puis la réglementation va suivre petit à petit en prenant toutes les précautions qu'il faut et sans se mettre trop la pression, puisqu'on n'est pas dans un pays où
jusqu'à présent, on est trop soumis à des sécheresses trop importantes. Ok. Et vous avez parlé aussi du coup du problème de pollution des eaux. Est-ce qu'il existe des solutions ou est-ce qu'on on cherche des solutions pour peut-être traiter ces eaux qui ont été polluées aujourd'hui? Alors, oui, bien sûr, hein, il suffit d'y mettre les moyens, hein, on peut tout traiter, hein, puisque vous voyez, vous l'avez dit vous-même, avec de l'eau de mer, on peut fabriquer de l'eau distillée. Hein. Après, c'est une question de coût et aussi de coût environnemental, parce que tout ça, ça coûte de l'énergie, ça a donc une empreinte. Si on revient aux eaux souterraines, hein, j'ai dit qu'elles ne dormaient pas, mais elles s'écoulaient lentement dans le sous-sol. La difficulté, c'est quand une contamination les atteint, elle va y rester très longtemps. D'une part, parce qu'il y a des quantités d'eau très importantes, et d'autre part, parce qu'elle y reste longtemps. C'est pour ça qu'il y a des actions qui sont en cours pour plutôt prévenir que guérir, et donc faire plutôt de la prévention que de la remédiation derrière. Alors peut-être que vous n'avez pas entendu parler, parce que ce n'est pas très médiatique, mais on fait partie de l'Europe. Et l'Europe, donc nous tous, on se préoccupe de la qualité de nos eaux et il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, presque 20 ans, s'est mis en œuvre ce que l'on appelle la directive cadre européenne sur l'eau, qui a, je dirais, contraint, hein, un petit peu forcé l'ensemble des États européens à mettre en œuvre des plans d'action pour rétablir le bon état de ce qu'ils appellent dans le jargon technique des masses d'eau. Hein, et ça a amené pas mal de progrès et surtout ça a permis de prendre conscience des endroits où il y avait des problèmes et de mettre en œuvre des plans d'action pour les résoudre. Concrètement, c'est quoi ce plan d'action? Des plans d'action, alors ça va être dans des régions où on n'a plus trop pompé, je parle au niveau européen, hein, où les eaux salées marines ont pu rentrer, réduire les pompages pour que petit à petit ces eaux salées marines ressortent. Dans des régions où on fait de l'agriculture, travailler avec les agriculteurs, hein, pour mettre en œuvre des pratiques agricoles moins contaminantes, hein, sur l'aspect des nitrates, des phytosanitaires. Ce qu'on disait tout à l'heure sur mieux traiter les eaux usées, notamment dans les régions sensibles où ces eaux usées peuvent s'infiltrer vers les nappes d'eau souterraines, et adresser tous les domaines. Quand vous êtes au bord d'une autoroute et que vous voyez qu'il y a des bassins de rétention qui récupèrent l'eau qui a coulé sur la chaussée et qui donc est chargée en pneus usés, en hydrocarbures, l'envoyer vers des bassins de rétention au lieu de l'envoyer directement vers les rivières ou vers les nappes, etc. Donc, dans chacune de nos activités, hein, production de nourriture, vie et tirer la chasse, créer des eaux usées, rouler avec des voitures, on génère des contaminations dont la plupart vont se retrouver dans l'eau parce que l'eau, finalement, c'est un des principaux vecteurs des contaminants. Et donc, c'est pour ça que ça se retrouve toujours un jour dans une nappe d'eau souterraine ou dans une rivière. Donc, il vaut mieux prévenir en amont. Et de fait, en France, le plus gros problème, finalement, ce serait peut-être pas tant la disponibilité de l'eau, mais notre capacité à pouvoir la garder propre et consommable. Voilà, il faut traiter les deux sujets en parallèle. Et effectivement, la problématique de la qualité des eaux est importante. Et puis, vous l'avez dit en introduction, hein, avec le changement climatique, hein, par des régions, hein, on va quand même vers avoir moins d'eau disponible. Hein, donc, il faut qu'on se prépare à consommer moins d'eau, avoir des réseaux d'eau qui soient plus performants et pour préparer les décennies qui viennent. Et on a aussi une question dans le chat qui parle des méga-bassines. Donc, qu'en est-il des méga-bassines qui pompent les nappes phréatiques? Est-ce vraiment une mauvaise chose? Alors, en tant qu'ingénieur, que technicien, hein, il y a un point important, hein, qui est que les problématiques d'eau, elles sont vraiment dépendantes du territoire où ça se passe. Si vous manquez d'eau en Lozère tout à l'heure, hein, comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il y aura trop d'eau en Bretagne que vous allez être satisfait. On voit bien que c'est vraiment très territorialisé. Et alors, je suis pas un spécialiste des méga-bassines, hein, mais il faut peut-être juste rappeler le principe. Le principe, c'est que dans les régions où elles sont mises en œuvre, on est dans des régions où il y a des nappes d'eau souterraines, mais en fait, c'est des nappes d'eau souterraines qui sont moins paresseuses que celles que je décrivais tout à l'heure,
et qui malheureusement dans lesquelles l'eau s'écoule très rapidement. Et ce qui veut dire que quand il pleut pendant la saison des pluies, donc en novembre, décembre, janvier, ces nappes se remplissent, mais en quelques semaines, elles se vident vers la mer. Le principe, un des principes de ce qu'ils appellent mégabassines, ou qu'on appelle plutôt des retenues de substitution, des réserves de substitution, c'est que au moment où ces eaux elles étaient en train de partir vers la mer, ben, l'idée c'est de les pomper, de les mettre dans ces réserves et de pouvoir ensuite utiliser l'eau en été en substitution au pompage dans les nappes. Alors quand on pompait dans les nappes en été avant, eh ben, on pompait dans ces nappes, on les abaissait tellement qu'il n'y avait plus d'eau dans les rivières. L'idée là donc c'est d'arrêter de pomper en été pour maintenir l'eau dans les rivières et d'avoir un petit peu moins d'eau en saison des pluies quand il y a beaucoup d'eau dans les rivières pour remplir les bassines et pouvoir permettre aux agriculteurs de continuer à nous nourrir. Voilà, donc grosso modo, le principe, c'est ça. Après, il peut y avoir des impacts paysagers, on peut discuter de qui doit utiliser l'eau, pour quoi faire, et là, on sort du domaine de la technique et de l'hydrogéologie, on entre dans le domaine de la politique, au sens noble du terme, et au sens de comment utiliser l'eau et comment la partager entre tous les usagers. Mais du coup, vous avez parlé du fait que l'eau, c'est un problème local. Est-ce que pour vous, du coup, il faudrait décentraliser un peu la politique sur ce sujet? Alors, il faut savoir qu'en France, la politique de l'eau est relativement décentralisée, puisque la politique de l'eau, elle se fait à différents niveaux, mais dans les zones en jeu, dans les zones où il y a des problématiques d'eau qui se posent, on peut créer et sont créées ce que l'on appelle des commissions locales de l'eau. Et ces commissions locales de l'eau, elles associent les différents acteurs qui de près ou de loin s'intéressent à l'eau, les agences de l'eau, qui sont des acteurs qui prélèvent de l'impôt sur l'eau, mais qui subventionnent des solutions pour améliorer la quantité ou la qualité. Les services de l'État qui sont chargés de faire respecter la loi. L'eau, elle est réglementée en France. Et puis, j'en oublie, mais les différents usagers de l'eau. Donc là, on parlait des réserves de substitution, ben, les agriculteurs, les communes qui utilisent l'eau pour l'eau potable, si vous avez des pêcheurs, et ainsi de suite. Donc, ces différents usagers peuvent être représentés et tout ça fait une petite assemblée qui va utiliser les données techniques fournies par des techniciens comme moi, ou comme mes collègues plutôt, et vont essayer de s'entendre entre eux, en respectant la loi, pour voir quels usages de l'eau on peut faire sur ce territoire, connaissant les limites en termes de quantité et de qualité de cette eau. Donc, vous l'avez dit, ce sont des problèmes locaux et la loi est ainsi faite que les acteurs locaux peuvent s'en emparer pour décider ensemble de ce qu'ils vont faire avec cette eau et des richesses qu'ils vont créer pour eux et pour les écosystèmes avec cette eau. Okay. Et donc, concrètement, on sait qu'il va y avoir de plus en plus des épisodes de sécheresse en France. Qu'est-ce que vous pensez quelles mesures vous pensez qui devraient être mises en place dans les prochaines années? Alors, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des spécialistes qui travaillent sur ce qu'on appelle des plans d'adaptation. Mm-hmm. Et c'est donc un petit peu ce que je disais précédemment, c'est de se dire, imaginons que dans 50 ans, on aura la quantité d'eau qu'on a aujourd'hui et multipliée par 0,8, on aura peut-être 20% en moins. Ben, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme action? Alors déjà, au niveau des réseaux d'eau potable, est-ce qu'on est encore capable d'améliorer le rendement des réseaux? C'est-à-dire qu'ils aient encore moins de fuites, ils sont déjà pas mal, mais on peut peut-être encore réduire les fuites. Est-ce qu'on peut créer de l'eau supplémentaire en faisant de la réutilisation des eaux usées? Est-ce qu'on peut jouer sur la dynamique de l'eau, comme on le disait tout à l'heure, avec des réserves de substitution? De l'eau qui partirait vite, qui se perd pendant les périodes d'inondation, on la garde soit dans des réserves en surface, soit dans le sous-sol. On appelle ça de la recharge artificielle de nappe. Et puis, finalement, dans certaines régions, est-ce qu'on a encore assez d'eau pour faire des cultures fortement consommatrices d'eau? Ne faut-il pas changer nos habitudes alimentaires? Voilà, et c'est toute cette adaptation dont on voit, ça peut être un élément un peu conclusif, on voit que l'eau, finalement, à l'échelle d'un territoire,
elle est au cœur des politiques publiques. Parce que on en a besoin pour l'alimentation en eau potable. Donc, si elle est limitée, il faut y penser. Il faut voir la population qu'on peut desservir. On en a besoin pour produire la nourriture qu'on mange et aussi pour faire vivre les agriculteurs. Nos industries en ont besoin. Ça permet de créer des richesses et faire vivre des ouvriers, des gens qui travaillent dans les usines. Si on imperméabilise trop les sols, on va se retrouver avec des inondations, on va avoir des risques. Si on les empêche de couler dans les rivières, on touche aux écosystèmes. Et vous voyez que tout ça, c'est le même cycle de l'eau. Et qu'en jouant sur les différentes manettes, on peut réduire les inondations, améliorer la recharge des nappes. Là, ça va dans le bon sens. Ou on peut faire l'inverse. Et donc, quand on mène des politiques, si on joue sur une manette sans regarder tous les impacts que ça va avoir sur l'ensemble du cycle de l'eau, on peut créer des problèmes. D'où l'intérêt d'avoir cette vision holistique du cycle de l'eau à l'échelle locale. D'accord, tout en prenant en compte en fait tous les paramètres environnementaux qu'on a, donc les sécheresses, tous les phénomènes de changement climatique, etc. Et d'ailleurs, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre justement, parce qu'on a parlé de ces petits villages qui se faisaient approvisionner maintenant avec des citernes, ou du moins ponctuellement le temps des sécheresses. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça augmente? Est-ce qu'on peut s'attendre, enfin, comment on peut faire pour que finalement on ne se retrouve pas en allant vers le pire finalement? Oui, mais dans les régions où les périodes, ce que nous on appelle d'étiage, hein, c'est donc les périodes d'été. En France, c'est l'été, hein, à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, hein, vous l'avez décrit tout à l'heure. Si ces périodes d'étiage, dans les régions où ces périodes d'étiage vont durer plus longtemps, si on n'a que des petites ressources en eau à très faible inertie, eh ben, au mois de septembre, octobre, elle pourrait être sèche. Hein, c'est ce qui se passe. Donc, des fois, on peut étudier le sous-sol et trouver des solutions, trouver des ressources en eau plus profondes qui ont une plus forte inertie. Mais la nature ne fait pas des miracles partout. Hein, donc, il y a des endroits où ça ne sera pas possible. Et alors, il y a des solutions qui sont mises en œuvre, hein, tirer des canalisations depuis le fond, enfin, depuis une petite région à côté qui est mieux alimentée. Voilà, il y a des solutions techniques et puis des solutions aussi d'économie d'eau. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias, hein, mais les élus des communes qui étaient concernées, elles sensibilisaient leurs habitants. Prenez des douches et pas des bains, prenez-en moins, remplissez pas la piscine, etc. Hein, donc sur ces actions-là, c'est surtout les aspects qu'il faut jouer. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas... Pardon Nicolas, tu avais une question? Non, mais vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu d'éducation? Parce que j'ai vu qu'il y avait, entre 1975 et aujourd'hui, on a doublé notre consommation d'eau en France. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une question d'éducation à avoir de la part des communes, mais peut-être aussi des écoles? Je ne suis pas un expert des chiffres, mais je vous recommanderais de vérifier ces chiffres-là, parce que je pense qu'on est plutôt sur une pente qui a été légèrement décroissante, c'est-à-dire qu'entre les années, la fin du XXe siècle et aujourd'hui, il y a eu dans les années 70-80 une augmentation très importante de la consommation, puisqu'avant, il n'y avait pas l'eau potable au robinet chez tout un chacun. Hein. Après, on s'est mis à avoir des machines à laver, etc., et à augmenter nos consommations d'eau. Mais depuis la fin des années 1990, début des années 2000, il y a vraiment eu des réductions. On doit pouvoir encore faire mieux, mais on n'est pas sur du gaspillage très important, je dirais. Hein. D'accord. Non, je parlais une stagnation ou une réduction. C'était bien par habitant, c'était des chiffres qui venaient de l'émission Data Gueule, si vous connaissez peut-être. Non, j'avoue que... Oui, voilà, il faut vérifier. Et puis regarder les courbes. Hein. Peut-être entre 75 et... ça a un peu augmenté, mais on est passé par un cru, à mon avis. Ok. Et peut-être pour partir sur un plan aussi un peu plus international, l'eau a toujours été la source de conflits. Aujourd'hui, avec les problématiques climatiques, quels sont les conflits autour de l'accès à l'eau dans le monde? Alors là encore, hein, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique de l'eau. Hein. Je peux vous citer quelques exemples qui viennent par exemple de l'Inde,
où on a plutôt des conflits inter-États au sein de la République indienne, hein, avec des États et des rivières qui coulent d'un État vers l'autre, et puis certains créent un barrage en amont. Voilà. Bon, il y a beaucoup citent le Proche-Orient et le fait que certains pays auraient occupé des territoires qui sont riches en eau. Mais bon, je suis pas un spécialiste de la chose, donc je risque de dire un peu des bêtises. D'accord. Bah, dans ce cas, pour revenir sur le sujet, en France, on parle souvent aussi de la consommation des piscines, des pistes de ski, notamment avec la neige artificielle, des terrains de golf. Qu'est-ce que ça représente concrètement, tout ça? En termes de volume, je ne saurais pas vous dire. J'ai pas les chiffres. Je suis pas compétent sur le sujet pour savoir si c'est beaucoup ou pas. Je pense que comme ma réponse, c'est toujours une réponse locale en fait. Il y a sûrement plein de régions de France où ce type d'activité peut être mise en œuvre et à la quantité d'eau qui lui permet de le faire. Et puis, il y a certains secteurs où ça peut causer des stress et des tensions. Ok. Donc, je pense que là encore, c'est difficile souvent de faire des généralités comme ça. Et c'est un petit peu des fois ce qui pose un peu problème, hein. C'est-à-dire qu'en voulant faire de l'activisme, de la sensibilisation, on va aller crever les, je sais pas, hein, les roues des voiturettes de golf ou crever les réservoirs d'eau qui alimentent un golf. Mais on le monte en épingle, on en fait un exemple. Et peut-être que 9 golfs sur 10 ne posent pas de problème dans le bassin versant, dans le territoire où il se trouve. Par contre, il y en a un qui crée des problèmes. Vous voyez, donc c'est toujours ces problématiques-là, l'eau éminemment locale et comment on gère et on accepte de partager cette ressource localement. Ok. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Du coup, c'est la fin de cette émission sur l'eau. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir, Patrick Lachassagne. Merci encore et bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée à tous. Merci beaucoup encore. Alors... Je galère. C'est bon.